Pénurie de carburant à Kinshasa malgré les assurances de Boudimbo sur les mesures conservatoires. La situation du carburant à la pompe ne semble toujours pas être maîtrisée. C'est plutôt sur le marché noir qui commence à prendre un tout petit peu le dessus avec des phénomènes Kadhafi. Pendant ce temps, le marché, les écoles semblent accueillir moins de monde par manque de moyens de déplacement. Le constat dans ce journal. Des réfugiés congolais qui ont regagné la RDC en provenance de l'Ouganda, d'où ils avaient fui les affrontements de Bunagana, vivent dans la précarité. À Rutshuru, la société civile évoque 2000 ménages qui sollicitent du gouvernement un regard particulier. Programme de développement des 145 territoires. Le Fonds monétaire international exhorte l'UGF de Jules Alingueté à mener des contrôles pour l'exécution efficace de ce programme pour le développement à la base. C'est ce qui ressort de leur entretien ce jour. Et âgée de 96 ans, la reine Elisabeth II est décédée ce jeudi dans son château d'Écosse. L'annonce est de Buckingham Palace. 12 jours de deuil national décrété, mais la grande question, c'est que deviendra-t-il de l'Angleterre conservateur après 70 ans de son règne? Un invité dans ce journal, Jean-Marie Kassamba. Merci de suivre Télé 50. Bienvenue dans ce journal. On commence par la situation ce jeudi dans les stations-service. Toujours interminable défile à la pompe. Certaines personnes y passent même la nuit. 4 jours après la reprise des cours, la pénurie de carburant a eu une incidence sur le déplacement des écoliers, les travailleurs, bref, les Quinois. État des lieux ce jour avec Benjamin Moudiata et Plamedi Mabaya. 4e jour sans carburant à Kinshasa, c'est la panique sur la ville. Des stations-service confondues à des garages, certains même y passent de nuit. Parmi les victimes, les élèves qui ont du mal à se rendre à l'école et personne n'est d'ailleurs épargné. Pour moi, c'est le matin que je suis là, c'est qu'il y a j'ai trouvé beaucoup de monde ici. Ça me dérange un peu, vous voyez qu'on a arrêté tout, même les boulots, on ne travaille plus. C'est juste pour venir chercher les carburants. Ce n'est pas facile. C'est un problème très sérieux. Il faut que le gouvernement pense à résoudre ces problèmes. Sinon, d'ici 2-3 jours, ça sera pire. À la pompe, les gens qui achètent par bidon, communément appelés des Kadhafi, sont pour la plupart soupçonnés de corrompre les pompistes. Je suis ici depuis 5 heures du matin. J'ai quitté chez moi à 4 heures. Les stations peuvent s'organiser avec le peu de carburant que nous avons. On peut donner à chacun 10 litres et ça suffira pour nous tous jusqu'à ce que le lot viendront comme promis par l'État. Mais ce que nous rencontrons comme problème ici, vous allez voir 4 ou 5 bidons arrivent et on donne tout ça aux gens qui sont appelés des Kadhafi. L'un d'eux peut prendre 75 litres, alors que si on dispatche les 75 litres à nous, 10 litres à chacun, ça pourrait suffire et le partage sera équilibré. Nous souffrons pour le transport. Les chauffeurs ont haussé les prix de transport eux-mêmes. Il n'y a pas moyen de se déplacer. Toutes les voies convergent vers un appel à l'État qui doit prendre à bras-le-corps ses responsabilités car les pires frappent à la porte. Plus de 2000 ménages de réfugiés congolais refoulés de l'Ouganda depuis une semaine à ce jour sont arrivés à Rutshuru où ils vivent dans la précarité. Il s'agit des réfugiés qui avaient fui l'occupation du M23. Ces derniers avaient 2 choix, soit à rejoindre les camps des réfugiés en Ouganda, soit à retourner en RDC. Nombre ont décidé de rentrer au pays à travers le poste frontalier de Kitagoma, évitant le poste de Bunagana contrôlé jusqu'à ce jour par le M23. Entre Kinshasa et Pékin, les relations sont au beau fixe. Ce jeudi, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant était face au chargé d'affaires de l'ambassade de la République populaire de Chine en RDC. Au menu, Gilbert Kabanda et Wang Hailong ont tablé sur le renforcement des FARDC ainsi que la montée de l'industrie militaire en RDC. Voici 5 ans que la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine font route ensemble. Les 2 pays viennent de décider de serrer une fois de plus leurs liens de coopération, surtout au plan militaire. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le ministre de la Défense nationale et ancien combattant et le chargé des affaires de l'ambassade de Chine à RDC. Entre Gilbert Kabanda Kourenga et Wang Hailong, la question portant sur l'industrie militaire était au sommaire après avoir taillé bavette
autour des grandes questions de la sécurité. Son Excellence, Monsieur le Ministre, a proposé le renforcement de notre coopération dans le domaine de l'industrie militaire. Oui, voilà. On accorde une importance à cette proposition. On va, comme je dis, on va étudier très sérieusement. Et je crois que la Chine, dans le cadre de son amitié, voilà, n'est-ce pas, et de coopération traditionnelle avec la RDC, on est prêt à faire davantage. Confiant, le ministre de la Défense du Grand Congo a présenté à cette occasion la nouvelle loi des programmations militaires à Wang Gailong, tout en lui offrant un numéro, outil promulgué il y a peu par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une armée en pleine montée de puissance. Le ministère de Mines, en partenariat avec l'Organisation internationale du travail, a organisé un atelier ce jeudi sur les problèmes des enfants qui travaillent dans des sites miniers en RDC. Les assises ont connu la participation de la ministre Antoinette Samba. C'est dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères que s'est tenu cet atelier, un atelier de présentation du système de suivi et de remédiation du travail des enfants dans les mines. Pour réussir le pari zéro enfant dans les mines, j'ose rassurer que la RDC, à travers sa structure systématique, ces éléments-là, dès à présent, a passé à la vitesse supérieure. Devant les ministres provinciaux des mines du Lualaba et du Haut-Katanga, Antoinette Samba Kalambay, ministre des Mines, est revenue sur l'importance de cet atelier. Cela rentre si heureusement dans le champ d'application des solutions éminemment opérantes de notre stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales. Ainsi, tous les acteurs concernés dans ces actions de lutte contre le travail les enfants dans les mines artisanales doivent mutualiser leur stratégie de force d'une façon efficace pour atteindre le résultat zéro enfant dans les mines artisanales. Juste après la ministre de tutelle, les représentants de l'OIT et du Coteco ont fait le tour du perchoir pour présenter d'abord chacun un exposé et une application mobile qui va devoir commencer à identifier les enfants qui travaillent dans les sites miniers. Cet atelier s'inscrit sur la droite ligne de la mise en œuvre de la stratégie nationale au problème de lutte contre le travail des enfants dans les mines. 14 millions de dollars, c'est le coût global auquel le gouvernement congolais et les partenaires techniques et financiers de la RDC s'engagent pour l'implémentation de l'enquête démographique et de santé. La signature du protocole d'accord entre le ministre du Plan Christian Mwando et les partenaires techniques et financiers de la RDC était intervenu hier au ministère du Plan. Bloqué pendant de longs mois par la direction générale sortante de l'Institut national de la statistique, l'enquête démographique et de santé EDS son sigle va enfin connaître son dénouement. Le gouvernement de la République, à travers le ministre d'État et ministre du Plan Christian Mwando Nsimba, a procédé mercredi 7 septembre 2022 à la signature du protocole d'accord sur le financement de ces programmes avec le partenaire techniques et financiers. Cette étape va permettre l'accélération du processus. Les grandes orientations, c'est notamment mettre en place un chronogramme actualisé. C'est renouveler également l'engagement de la contrepartie du gouvernement parce que c'est une enquête qui va coûter plus ou moins 14 millions de dollars pour laquelle le gouvernement s'est engagé pour à peu près 2 millions de dollars et les partenaires pour 12 millions de dollars. Donc ce chronogramme renouvelé parce que les fonds des partenaires seront gérés notamment par l'UNICEF. Et ce sont les fonds du gouvernement qu'on va mettre ensemble pour mener cette enquête. Bien avant cela, le ministre d'État et ministre du Plan Christian Mwando a eu une séance de travail avec une délégation de la BAD à la suite d'une réunion organisée un jour avant avec l'équipe d'encadrement mise en place pour le processus de révisitation du Programme national stratégique de développement PNSD. Il était question pour Christian Mwando Nsimba d'évaluer avec les partenaires qui va financer ces programmes et échanger sur ce qui reste à faire dans le cadre de la revue du PNSD.
L'avenir de la nation congolaise a mené aux côtés de la dynamique des femmes de l'administration publique de l'État congolais un plaidoyer auprès du ministre Jean-Pierre Liaou pour une représentativité effective de la femme au sein de la fonction publique. Et ces femmes ont décrié l'injustice sociale dont elles sont sujettes alors que la Constitution leur donne toutes les garanties. Commentaire de Gaëtan Koubaboranti. C'est devant le bâtiment de l'administration publique que s'est déroulé le sit-in. Les femmes de l'administration publique regroupées au sein de la DEFAPEC exigent juste le respect de l'article 14 de la Constitution qui appelle à une représentation équitable de la femme au sein des institutions nationales. Dans son mémorandum, elle reprend cette disparité, un tableau contrastant avec les ambitions du gouvernement. Pour le poste de commandement, seulement 31% des femmes contre 69% des hommes. Les hommes sont encore nombreux chez les secrétaires généraux, 82 contre 14 secrétaires générales. Les écarts sont encore considérables chez les directeurs et les chefs de division, une inégalité qui devra être réparée dans la nouvelle mise en place, dit-elle. Le ministre de la fonction publique est personnellement allé à la rencontre de ces femmes. On est satisfait à 100% par rapport aux déclarations du ministre, surtout par rapport à la valorisation de la femme au sein de l'administration congolaise. Nous, on avait besoin à ce que la femme aussi puisse occuper une poste de titularia au sein de la fonction publique. Parmi ces femmes présentes lors de cette manifestation, les femmes de l'avenir de la nation congolaise, une nouvelle structure d'accompagnement électoral du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Programme de développement de 145 territoires, le Fonds monétaire international a été reçu par l'inspecteur général chef de service pour s'enquérir de la qualité des investissements en République démocratique du Congo en rapport avec ce programme. L'Institut de Bretton Woods exhorte l'IGF de Jules Alinguetti à mener ses contrôles dans l'exécution du programme des 145 territoires. Cette délégation du Fonds monétaire international voulait avoir les points de vue de l'inspection générale des finances quant à la qualité de ces investissements. Aussi, elle a demandé à l'inspection générale des finances de s'impliquer dans les contrôles de l'exécution de travaux des 145 territoires. À croire, M. Jean-Luc Ellis du département des finances publiques du FMI, il était question de voir de quelle manière améliorer les processus de gestion de ce projet. Et nous sommes là simplement pour assister le gouvernement pour mettre en œuvre un certain nombre d'actions prioritaires pour améliorer le système de gestion d'investissement public et la gestion des partenariats publics-privés ici en RDC. Et donc de notre côté, tout simplement nous essayons d'aider le gouvernement à bâtir des outils qui permettraient en tout cas de pouvoir essayer d'avoir des informations plus exhaustives, plus fiables, de pouvoir permettre des organismes comme l'Inspection générale des finances de pouvoir effectuer leurs contrôles et leurs audits, et de voir aussi de quelle manière on peut renforcer les capacités et pouvoir prendre les meilleures décisions possibles dans l'intérêt de la République démocratique du Congo. Ici, il est rappelé que la délégation du FMI n'est pas à sa première visite dans les installations de l'Inspection générale des finances. Et puis le centre de Germain-Kambinga, dans son siège national, a reçu ce jeudi la commission d'intégrité de médiation électorale CIME. L'objectif de leur visite était de recueillir les avis de la classe politique essentielle et de la société civile par rapport aux questions majeures de l'heure. La commission d'intégrité de médiation électorale CIME a été reçue jeudi au siège national du regroupement Le Centre de Germain-Kambinga à Katompa. Nous pensons qu'il serait temps que l'élite sociale, l'élite politique s'unissent au-delà des divergences pour dire que nous n'accepterons pas la balkanisation. Mieux, nous n'acceptons pas ce qui se passe à l'Est et que nous nous concentrions, nous tous, pour régler ce problème définitivement. Une visite qu'elle a initiée dans le but de recueillir les avis de la classe politique et de la société civile par rapport aux questions majeures de l'heure. Parmi elles, l'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert justement du 1-23. Il a été plus qu'indispensable que nous puissions aller vers les forces politiques essentielles pour qu'une solution dans l'ensemble soit trouvée en rapport avec la question d'abord de l'Est. Non seulement de l'Est, plus proche de nous ici, du côté de Kwamutu,
qui risque d'avoir une incidence sur la tenue des élections. Le centre de Germain Kombinga, si à travers son vice-président Yves Kisombe, dit honoré par la visite de la CIMI. D'après Yves Kisombe, on ne va pas aller aux élections dans un climat de défiance, de contestation annoncée. Le centre, c'est la voie de la raison. Il ne s'agit pas seulement d'1 milliard, il s'agit d'interpeller par patriotisme. On peut rapidement réformer la loi pour augmenter le nombre de membres à 20. Mise sur pied depuis le 11 mai 2014, la CIMI a pour but d'accompagner les processus électoraux à travers la prévention, la gestion et la médiation de conflits. Dans le Grand Bandundu, le ministre de l'Intégration régionale et francophonie Didier Manzenga séjourne pour préparer un accueil chaleureux au chef de l'État pour le lancement officiel de l'électricité depuis le barrage de Kakobola. Dans sa casquette de secrétaire général adjoint du parti Lumumbiste Unifié, il a mobilisé également les différentes bases pour une redynamisation des activités de ce parti. Après Kenge et Massimanimba, le ministre de l'Intégration régionale et francophonie et secrétaire général adjoint du Palou a reçu un accueil chaleureux à Gungu. Au siège du parti Lumumbiste Unifié, Maître Mazenga a communié avec des milliers de militants de cette formation politique qui attendent impatiemment le chef de l'État Félix Tshisekedi pour le lancement du courant électrique du barrage de Kakobola. Maître Mazenga a également appelé les militants du Palou à s'enrôler massivement en les mobilisant pour la redynamisation des activités du parti Lumumbiste Unifié en restant unis derrière le secrétaire général du parti, le professeur Willy Makiashi. Peu après, le cortège du ministre Mazenga s'est rendu à la centrale hydroélectrique de Kakobola pour palper du doigt l'évolution des travaux avant l'arrivée du président de la République. À Idiofa et Kikwit, 3e et 4e étape de sa tournée dans le Grand Bandundu, bastion du parti Lumumbiste Unifié, le ministre Mazenga a livré le même message. Il a également fait plusieurs dons aux membres du Palou, notamment les fournitures scolaires et des pagnes. Et puis les membres de l'association sans but lucratif Vision Fachi ont, à travers une marche pacifique organisée ce jeudi, témoigné leur soutien au président de la République et au gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Boula-Katoué, pour la matérialisation de la vision du chef de l'État dans cette province. Ils sont tous venus des différentes communes de la ville de Lubumbashi et sont tous membres de la Vision Fachi et témoins oculaires des œuvres réalisées par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Boula-Katoué. Et ces œuvres sont visibles dans toutes les villes et en particulier à Lubumbashi, pour témoigner leur reconnaissance aux efforts du gouverneur Jacques Boula-Katoué dans la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en province. Les membres de cette structure de soutien au président de la République, avec à leur tête le coordonnateur Kalimbouyi Yoayako, se sont rendus au gouvernorat du Haut-Katanga où ils ont réaffirmé leur soutien total à Jacques Boula-Katoué, élève par excellence, selon eux, du président de la République, pour ses efforts constatés dans l'amélioration des infrastructures des bases. Excellence, monsieur le gouverneur de province, la Vision Fachi, interfédération du Grand Katanga, vous réitère ses encouragements et s'engage solennellement à vous accompagner et à soutenir votre gouvernement. De son côté, le gouverneur Jacques Boula-Katoué a promis de poursuivre dans la matérialisation du plan d'action du président Fachi afin de présenter un bilan positif au Haut-Katangais lors des élections de 2023. Aksanti mingi sana parce que munaonesha kusema ndio muko nyuma ya president Fachi Beto. Jacques Boula-Katoué a conclu donc en invitant les Haut-Katangais à travailler pour le développement de la province et à préserver la paix sociale. Et le gouverneur de la province de Tanganyika, Julie Ngungura, a reçu en audience la délégation mixte RDC-Tanzanie basée dans la coopération bilatérale dans le domaine des infrastructures, transport et voies de communication. Le motif est de construire les infrastructures d'intérêt commun dans ce coin.
Cette délégation, composée des experts des ministères des Infrastructures et des Transports de la RDC et de la Tanzanie, a présenté ses civilités auprès de la gouverneure du Tanganyika, Julie Ngungwa Mwayuma, avant d'entamer de façon mixte la descente sur le terrain en guise d'études de faisabilité sur la construction des infrastructures d'intérêt commun entre les deux pays. Il s'agit d'un mécanisme de suivi du protocole d'accord signé en juillet dernier entre le ministère des Transports et Voies de Communication de la RDC et celui de la République unie de Tanzanie, représenté à Kalemi par d'une part Cherubin Okende, ministre congolais des Transports et Voies de Communication et des enclavements du territoire, et Makame Mbarawa, ministre tanzanien des Transports et Voies de Communication d'autre part. Devant Madame le gouverneur qui pilote tous les projets à impact visible dans sa province, cette délégation a émis le vœu d'effectuer une descente à Kassambondo et sur les tronçons ferroviaires qui mènent vers les territoires de Nyunzu au motif d'études techniques, car les projets cibles demeurent la modernisation du chemin de fer et du port public de Kalemi. La gouverneure de la province du Tanganyika est représentée dans cette commission par les ministres provinciaux des infrastructures, des transports et voies de communication, ainsi que la commissaire générale aux affaires foncières. John Seya Kalunga, ministre provincial des infrastructures du Tanganyika, circonscrit la circonstance. Oui, madame est très favorable et elle tient beaucoup au développement des infrastructures dans sa province. Signalons qu'avec sa position stratégique sur le lac Tanganyika, le port public de Kalemi se présente comme une véritable plaque tournante du transport multimodal entre la Tanzanie. Et dans le Maniema, le gouverneur Afani Idrissa, déterminé à changer l'image de la province, annonce le début des travaux d'urgence de 4 grands projets phares pour l'OVD, et ce, avant le retour de la pluie. Le gouverneur Afani Idrissa Mangala annonce le début imminent de travaux d'urgence de 4 grands projets avant la saison pluvieuse. Au cours d'un entretien avec la presse ce jeudi 8 septembre, dans le jardin du gouvernorat à Kindu, le porte-parole du Maniema affirma que 4 grands projets seront exécutés dans un bref délai par l'Office de voirie et drainage avant la saison pluvieuse. Maître Maxime Kasseya souligne qu'il s'agit du grand trou situé au croisement de l'avenue du 4 janvier et le boulevard Joseph Kabila, non loin de la station Sonaïdrok, ex-Cohydro. Pour réhabiliter le grand trou, ce financement est déjà disponible à Kindu dans une banque commerciale. D'un moment à l'autre, l'OVD débutera les travaux. À partir de Tchomba jusqu'à l'université de Kindu, c'est 2000 mètres de distance. L'OVD va réhabiliter avec les fonds propres du gouvernement provincial dans peu de jours. Le boulevard Colosso, quartier Loama Bloc Komata, sur une distance d'environ 400 mètres, déjà en mauvais état ou en délabrement très avancé, le gouverneur a mis à la disposition de l'OVD les fonds nécessaires pour réhabiliter cette partie-là. À cela s'ajoute le grand bourbier se trouvant derrière l'aéroport de Kindu sur l'avenue Missingué. Après cela, Maître Maxime Kasseya, le chef de l'exécutif provincial du Maniema, reste déterminé à changer l'image de la province. Et poursuivant son itinérance dans le Lualaba profond, la gouverneure à l'intérim était au village Kazembe. Fifi Masuka a eu droit à un accueil digne d'une fille du terroir. Au village Kazembe, situé à 20 km de Kolwezi, dans le groupement portant le même nom, la gouverneure intérimaire a poursuivi avec son itinérance dans le Lualaba profond. Marie-Thérèse Masuka Saini a encore transmis le message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui du développement du Lualaba par la base. La mobilisation de la population était de taille. Aucun habitant n'a voulu rater l'occasion. Introduit par le chef du groupement Kazembe, la femme numéro 1 du Lualaba est revenue sur l'interdiction du mariage précoce avant d'inviter les parents à envoyer leurs enfants à l'école, car l'éducation demeure l'un des piliers pour le développement d'une nation. Après avoir suivi attentivement la lecture des doléances de la population du village, l'autorité provinciale s'est résolument engagée dans un premier temps à achever la construction du centre de santé du coin et d'aménager un stade pour les jeunes.
Dans la gibecière de la chef de l'exécutif provincial se trouvaient des fournitures scolaires, des pagnes pour honorer les femmes et des vareuses pour les équipes de football de la place. C'est une action de taille parce qu'elle vient au fait appuyer les parents qui étaient tant soit peu fauchés par rapport à la conjoncture actuelle. Après la cité d'Idiofa, le député national Obama Minakou séjourne dans la partie nord du territoire. Sur place, l'ancien président de l'Assemblée nationale a évoqué plusieurs questions dans le cadre de ses vacances parlementaires, notamment l'état des lieux du processus électoral qui, selon ses propres mots, a pris suffisamment de retard. Le député national Obama Minakou poursuit son périple dans les territoires d'Idiofa. Avant de quitter Ipamou, le professeur s'est entretenu avec les personnels académiques, administratifs, mais aussi avec les étudiants de l'Institut supérieur technique médical d'Ipamou. L'homme a été ovationné par la population lors de son passage, notamment dans les cités de Manaï 1 et 2. Dans la foulée, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Obama Minakou, a émis des doutes de manière ouverte sur l'organisation des élections en 2023, vu les retards qui se constatent sur le plan technique dans l'organisation. Mais pour le FCC et le PPRD, a-t-il indiqué, le délai constitutionnel doit être scrupuleusement respecté. Il a également insinué des faits et gestes antidémocratiques contre lesquels le peuple doit s'opposer. La population en liesse n'a manqué de communier avec son élu en lui offrant de manière symbolique, respectant la coutume bantou, avant de quitter ces coins du territoire d'Idiofa. Obama Minakou s'est incliné sous la tombe du chef coutumier décédé il y a quelques jours, avant de lancer une brigade anti-érosive. Polémique autour des émoluments des députés nationaux, des réactions continuent au sein de la classe politique congolaise. La dernière en date est celle du coordonnateur de la dynamique pour une sortie de crise, Lisanga Bonganga. Ce dernier dénonce ce qu'il qualifie de gestion prédatrice de l'Union sacrée. Dans une déclaration, l'opposant Lisanga Bonganga a foncé les clous dans les dossiers $21 000. Chiffre à l'appui, le coordonnateur de la dynamique pour une sortie des crises a démontré que les élus nationaux coûtent annuellement à la République des 150 milliards de francs congolais, soit 21 milliards de francs les mois. Et la DISOC s'interroge. Quel gâchis pour la République avec la gestion prédatrice de l'Union sacrée. La DISOC considère que ces émoluments forts excessifs alloués aux députés nationaux par le pouvoir de l'Union dite sacrée de la nation, au point de faire dire au président de la République qui ne connaît pas son salaire, correspondent en réalité à une corruption à peine voilée. Le régime de l'Union dite sacrée de la nation distribue des primes aux députés de manière discriminatoire, en privilégiant avant tout ceux de l'Union sacrée. La DISOC propose à toutes les forces sociales et politiques de la nation à se convenir sur une journée de marche pacifique vers le palais du peuple. Par ailleurs, la DISOC se félicite de la courageuse dénonciation faite par Martin Fayulu-Madidi qui, le premier à fustiger les scandales de la gouvernance calamuteuse de l'Union sacrée de la nation. Je le disais en titre, âgée de 96 ans, la reine Elisabeth II est décédée ce jeudi dans son château d'Écosse. L'annonce est de Buckingham Palace, 12 jours de deuil national décrété. Mais la grande question, c'est que deviendra-t-il de l'Angleterre, conservateur après 70 ans de son règne? Eh bien, entre organisation des obsèques spectaculaires ou encore succession, on prend cet élément de Benjamin Modiata. Aussitôt annoncé par un communiqué de la monarchie britannique, la Grande-Bretagne entière retient son souffle. La toile bouillonne, la reine Elisabeth II est morte. En rapport avec les cérémonies qui devront suivre, il s'y est épinglé que le décès de la reine d'Angleterre, un événement préparé dans les moindres détails, bien que ça va ressembler à une déflagration politique. D'après les révélations des médias britanniques, le jeudi 28 juin 2018, les ministres britanniques se sont réunis dans les plus grands secrets afin de répéter la marche à suivre lorsqu'aura lieu la mort de la reine Elisabeth II.
Ils avaient ainsi préparé les heures, le jour qui suivront son décès. On sait d'ores et déjà que 10 jours de deuil national ont été décrétés à la Grande-Bretagne à l'annonce de la mort de celle qui a été au pouvoir depuis 1952. Enfin, la dépouille de la reine sera exposée solennellement pendant 5 jours dans Westminster Hall. Le protocole détermine le moment où le Premier ministre s'exprimera pour informer le peuple britannique de la nouvelle, dans les cas présents, Liz Truss. Quant à la succession au trône, c'est le fils aîné de la reine, Charles, qui deviendra roi après la mort de sa mère Elisabeth II, signalant qu'elle a rendu l'âme sous surveillance médicale au château de Balmoral en Écosse. Elle s'en va après plus d'un demi-siècle de règne sur l'Empire britannique. Elle aura traversé les époques les plus décisives de la vie moderne avant de s'en aller à 96 ans. Pour en parler, nous recevons notre éditorialiste Jean-Marie Kassamba, également spécialiste des questions internationales. Bienvenue. Merci. Alors, la grande question, c'est que retenir du règne d'Elisabeth II? C'est une saga, tout simplement. Règne très kilométrique, c'est le moins qu'on puisse dire. 70 ans de règne à la tête de ce royaume, la Grande-Bretagne, avec la ramification que vous connaissez à travers le monde, les Commonwealth. Cette dame qui décède à 96 ans est arrivée mineure, succédant à son père, mais surtout, c'est une dame courageuse qui a connu la Deuxième Guerre mondiale, qui n'a pas quitté Londres et qui s'est mariée à un officier de marine qui est mort il y a quelques mois seulement, parce que je pense l'année dernière, qu'il est mort, on doit vérifier, et qu'elle a été marquée par la mort de son mari. Et que ces royaumes de Grande-Bretagne étaient devenus un peu le symbole de cette dame, 70 ans. Toute une génération ne connaît que Elisabeth II. Rappelez-vous que son fils, qui va s'appeler désormais Charles III, s'impatientait pour succéder à sa mère. Lui-même a plus de 70 ans aujourd'hui. C'est pour dire que aujourd'hui, la Grande-Bretagne non seulement perd sa monarque, mais également les Commonwealth. J'écoutais tout à l'heure Trudeau, le Premier ministre canadien, qui dit que c'était une femme formidable, qu'il n'a jamais aimée toute sa vie. Les Australiens diraient la même chose, mais les Africains, les Zimbabwéens par exemple, ne diront pas la même chose, ou les Kenyans qui font partie du Commonwealth. Le Rwanda a rejoint les Commonwealth. La Grande-Bretagne, c'était une grande puissance industrielle. Aujourd'hui, elle est derrière les États-Unis, qui était une colonie de la Grande-Bretagne. Il faut le rappeler, la Grande-Bretagne était le symbole de la démocratie. On disait une vieille démocratie. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne, c'était le symbole, on va dire, de la domination, avec les côtés sulfureux de premiers ministres comme celui qui vient de partir, Boris Johnson. Alors, les conséquences aujourd'hui, vous l'avez dit, elle a traversé les époques, les années, la guerre mondiale. Alors, quelles sont les conséquences après son départ? Les conséquences, c'est tout simplement le désaveu que les Britanniques ont toujours camouflé de la royauté. Parce que la reine était le symbole de l'unité de la Grande-Bretagne, était la continuation du pouvoir. Il faut rappeler que c'est un royaume de 1000 ans. La reine, c'est la chef également de l'église anglicane britannique. C'est aussi, on va dire, celle qui symbolise la stabilité. Elle règne tout simplement, elle ne gouverne pas, elle nomme certes le Premier ministre, mais elle n'est pas au quotidien de la gestion. On disait d'elle que c'était la femme la plus riche du monde. Regardez, elle est partie à Balmoral, dans ce château, laissant toutes ses richesses rétincelantes. Les conséquences, c'est que son fils n'est pas très aimé. Charles, Camilla Packelbos n'est pas très aimé non plus. Si vous avez, moi, j'ai lu tout à l'heure les sondages qu'on a publiés, notamment au Canada, mais également en Australie. Eh ben, c'est plus de 50% des Canadiens ou des Australiens qui ne veulent pas ou qui n'ont pas l'amour pour Charles. Donc, ça va être un plus compliqué que Charles puisse maintenir en quelque sorte cette stabilité du Commonwealth, cette stabilité de l'Empire britannique. En Grande-Bretagne, avec la crise en ce moment d'ailleurs sur le plan économique, les conséquences de la guerre en Ukraine, c'est l'un des rares pays où il y a en ce moment des grèves, pénurie d'énergie, etc. Après le deuil, ça va être compliqué pour assurer la continuité de la royauté. Certes,
La Première ministre l'a dit tout à l'heure, il y a la dévotion des Britanniques pour la royauté. Elle appelle déjà tous les Britanniques à faire le deuil, à se mettre autour de Charles III. Ça va être compliqué parce que l'effervescence, on va dire, de la Grande-Bretagne d'aujourd'hui, du Commonwealth qui est décadent, on va dire comme ça ne va pas être comme dans les années 50, 60, 70, où quand cette autorité morale du Commonwealth s'est déplacée à travers le monde, c'était l'engouement, etc. Ce n'est plus la même chose. La reine est morte d'une manière aussi paisible dans ce château de Balmoral. Ça va être compliqué que les Britanniques soient encore plus requinqués avec Charles III. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'Afrique se sent concernée par ce deuil? Pas suffisamment. Pourquoi? Parce que les Britanniques ont colonisé l'Afrique en lui laissant beaucoup de plumes. Regardez les quelques pays colonisés par la Grande-Bretagne. Le Ghana, par exemple. Le Nigeria, par exemple. Les Zimbabwe, par exemple. Le Kenya, par exemple. Et donc, est-ce que c'est modèle de développement? Parce que la Grande-Bretagne était dans l'Union européenne, ils sont partis il y a à peine quelques temps. Ils n'ont pas impulsé le développement de ces pays anglophones. Il y a comme une espèce de nostalgie de cet empire britannique, mais tous ces pays collaborent aujourd'hui plus avec la Chine qu'avec la Grande-Bretagne. L'Europe est en crise, l'Europe est vieille. Voilà, la vieille dame qui est partie à 96 ans, c'est un peu, je dirais, le temps qui s'est arrêté de la domination, on va dire, grandeur nature, de l'Europe sur l'Afrique. L'Afrique a des yeux tournés plus vers la Chine, vers l'Asie, vers l'Inde. Donc beaucoup d'Africains d'ailleurs vont plus à Dubaï qu'à Londres. Est-ce qu'on peut aujourd'hui penser à une nouvelle image de l'Angleterre après la mort d'Elisabeth II? Ce côté conservateur qui va un tout petit peu changer aussi. Vous savez, avec la mort de Lady Diana, il n'y avait plus l'Angleterre attirante. Charles lui-même, c'est un homme très terne, très sombre, qui parle à peine. Très effacé. Oui, parce qu'il vivait dans l'ombre de sa mère. Les relations qu'il a eues avec Lady Diana, qui était une femme bruissante, avec sa maîtresse Camilla Parker-Bowles, qui est aujourd'hui, en quelque sorte, là, elle sera là, un peu, je dirais, elle va jouer maintenant le premier rôle devant, avec son mari de roi, désormais, parce qu'il était prince. Non, il n'y aura plus la séduction de la royauté comme on avait... Enfin, nous, dans notre enfance, quand on voyait le maréchal Mobutu dans cette carrosse avec la reine d'Angleterre, cette reine-là, on disait vaut mieux aller à Londres qu'à Paris ou à Bruxelles. Londres avec la pluie, c'est terne quand on y va. On n'a pas envie de trop y rester. Alors on va parler un tout petit peu de ce côté un peu stylé de la reine. Derrière vous, on voit un chapeau fleuri, en costume un tout petit peu col roulé, sans col, costume sans col. Et c'est cette image également que l'on garde quand même. Elle aimait des couleurs vives. C'est son style. Sa maman était aussi comme ça. Parce que vous savez, les Britanniques ont ces côtés un peu provocateurs en termes de style. Elle aimait ça. Une petite dame. Elle n'était pas très grande détail. Moi, je l'ai vu de vrai plus d'une fois. Elle n'était pas une grande dame. Elle parlait avec beaucoup des raffinements. D'ailleurs, Mugabe disait souvent qu'il parlait excellemment l'anglais que la reine d'Angleterre. Bon, c'était plutôt la boutade, mais elle aimait ses styles. Vous savez qu'elle avait une façon de porter les chaussures un peu à sa manière. Et quand elle était dans des situations inconfortables, elle avait la manière de porter le sac. Et la sécurité savait que quand elle changeait la disposition du sac, quand elle pose par terre, ça veut dire qu'elle doit partir. Et elle est allée jusqu'au bout, parce que c'est elle qui a nommé Liz Truss. Avant-hier, à Balmoral, la Première ministre est partie le présenter, en fait, l'ancienne, la démission, et puis récupérer le pouvoir. 2 jours après, elle est partie sereinement. Comment dire, la leçon de tout ça, c'est que la vanité de la vie, c'est aussi que cette dame laisse. On disait d'elle la femme la plus riche du monde. On va le voir dans 10 jours exactement, quand les finales vont commencer, entre 4 planches recouvertes de drapeau Union Jack, le drapeau de la royauté, et ça va s'arrêter là. Et donc, il faut être un peu humble, ceux qui pensent le pouvoir pour le pouvoir. Voilà.
La reine est partie. Vive le roi Charles III. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Merci à vous. Et mes téléspectateurs, c'est l'heure de prendre le rappel des principaux titres. Pénurie du carburant à Kinshasa malgré les assurances des Boudim pour les mesures conservatoires. Sur les mesures conservatoires, la situation du carburant à la pompe ne semble toujours pas être maîtrisée. C'est plutôt le marché noir qui commence à prendre le dessus avec le phénomène Kadhafi. Pendant ce temps, le marché, les écoles semblent accueillir moins de monde par manque de moyens de déplacement. Les constats, vous l'avez suivi dans ce journal. Des réfugiés congolais qui ont regagné la RDC en provenance de l'Ouganda, d'où ils avaient fui les affrontements de Bunagana, vivent dans la précarité à Rutshuru. La société civile évoque 2000 ménages qui sollicitent du gouvernement un regard particulier. Programme de développement des 145 territoires, le Fonds monétaire international exhorte l'IGF de Jules Alingueté à mener ses contrôles pour l'exécution efficace de ce programme pour le développement à la base. C'est ce qui ressort de leur entretien ce jour. Et puis, âgée de 96 ans, la reine Elisabeth II est décédée ce jeudi dans son château d'Écosse. L'annonce est de Buckingham Palace, 12 jours de deuil national décrété. Mais la grande question, c'est que deviendra-t-il de l'Angleterre conservateur après 70 ans de son règne? Vous avez eu un invité dans ce journal, Jean-Marie Kassamba. Eh bien, vous l'avez compris, ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste incontinue.